Bonjour à tous, AVTV s'intéresse au climat. Vous le savez, la COP21 bat son plein à Paris. Objectif, limiter l'augmentation de température sur la planète à un maximum de 2 degrés avant la fin de ce siècle. Or, la Belgique n'est pas un bon élève. Elle a même reçu au début de la conférence le prix Fossile. Alors, si les citoyens s'en mêlaient, si la société civile participait au processus, eh bien cela se fait. C'est à Arlon, dans le cadre du Parlement citoyen sur le climat. 40 personnes qui, pendant 3 week-ends, planchent sur ces questions, font des recommandations et les présentent aux politiques. On va commencer précisément par ça, par la présentation de ces recommandations dans le cadre d'une session plénière, après quoi on revient en plateau avec nos invités. Il était attendu par tous. L'avis rédigé par les membres du Parlement citoyen climat, au terme de leurs 3 week-ends de réflexion, a été résumé devant une assemblée attentive. Alors que certains s'attendaient à des recommandations ambitieuses, les propositions évoquent des actions qui souvent existent déjà, mais sont très peu connues. Le leitmotiv du Parlement citoyen climat, il y a un réel problème de communication sur les mesures existantes. Le citoyen n'est pas correctement informé. Je dirais aussi qu'ils ne cherchent pas assez l'information. Évidemment, on ne rejette pas la faute aux politiques uniquement. Le citoyen doit aussi aller chercher l'information. Maintenant, à partir du moment où on voit que c'est un manque et que les gens ont du mal à aller prendre cette information, on demande aux politiques de mettre en place des moyens de sensibilisation et de communication pour justement aller titiller le citoyen et qu'il ait envie de faire cette démarche, qu'il se sente concerné par ce problème qui le concerne, lui, son futur et sa vie de manière générale. Pour chacune des 4 thématiques développées par le Parlement citoyen, des propositions concrètes ont été faites. Pour la thématique production et consommation locale, il est suggéré de sensibiliser le consommateur à la consommation de produits locaux par un étiquetage spécifique. En ce qui concerne la mobilité, les citoyens évoquent la création d'une cellule mobilité afin de mettre en adéquation offre et demande. Communiquer, informer et sensibiliser sont les mots-clés en termes d'habitat. Et la création d'une fonction d'éco-passeur dans chaque commune est l'idée phare pour la thématique action et engagement au niveau local. L'avis qui a été remis est un avis généraliste avec beaucoup de pistes. Il y a certaines pistes qui sont déjà mises en œuvre, mais pas de manière suffisante. Il y en a d'autres qui relèvent davantage de la communication du Conseil provincial vis-à-vis du citoyen, mais le citoyen qui doit lui aussi aller chercher cette information. Et ce qui était important aujourd'hui, c'est de voir que pas mal de points sur lesquels les citoyens ont appuyé, ont déjà des réponses dans le concret. C'est-à-dire qu'il y a déjà un plan de la mobilité qui existe, il y a déjà des choses qui sont existantes au niveau des actions politiques. Donc, conclusion de tout cela, c'est qu'il faut communiquer davantage. Je pense qu'il y a un problème de masse d'informations qui arrive et les citoyens ont besoin, ils l'ont d'ailleurs dit, d'une certaine coordination de l'information, d'une certaine qualité de l'information et de référentiel d'information. Ce que j'ai proposé dans le cadre de la mobilité, c'est une réunion avec la Maison de la Mobilité, avec le service citoyenneté et le Parlement citoyen, dont un des 4 thèmes est la mobilité. Motivés, les membres du Parlement citoyen ont décidé de poursuivre l'aventure en se regroupant au sein d'une association dont le but sera de s'assurer du suivi du politique par rapport à leur avis. Pour moi, c'est une étape importante puisque depuis presque 2 ans, on travaillait vraiment à la concrétisation de ce Parlement citoyen. D'abord, je voudrais dire merci à tout le travail qui a été réalisé pendant 3 week-ends à ces citoyens et la passion qu'ils ont mis aujourd'hui pour leur partager vraiment et nous partager vraiment leurs conclusions. Mais comme je l'ai toujours dit, le travail vraiment, il commence aujourd'hui pour moi, pour le collège, pour le conseil provincial, pour tous les politiques vraiment, pour pouvoir intégrer toutes les propositions qu'ils ont faites aujourd'hui. Les membres du Parlement citoyen demandent à rencontrer à nouveau le conseil provincial dans 6 mois, histoire de vérifier que leur avis ne tombe pas aux oubliettes. Voilà, et on en parlera tout à l'heure de cet avis et du suivi. Nous ont rejoint sur ce plateau 2 invités. François Mélard, bonjour. Vous êtes professeur en sociologie et environnement sur le campus d'Arlon, le Arlon Campus Environnement. Pierre Delven, bonjour. Vous êtes chercheur qualifié au FNRS dans le domaine de la science politique. Donc c'est vous qui avez, si je puis dire, orchestré ce Parlement. On va en parler. Alors d'abord peut-être un mot sur le campus d'Arlon, Monsieur Mélard. Oui. Alors le campus d'Arlon, en fait c'est une antenne de l'ULG maintenant depuis quelques années, mais c'est un campus quand même qui est dédié à la question de la science et de la gestion de l'environnement depuis maintenant 40 ans. Et donc ça s'appelait en fait avant la Fondation universitaire luxembourgeoise.
Et donc, voilà, on a une longue expérience. Plus que ça, parce qu'il y a 40 ans, c'est 1971. Oui. Il n'y avait pas encore de candidat écolo à l'élection présidentielle en France, c'était en 74. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'était quand même un des sujets qui était peut-être le moins bien traité, peut-être par l'université à l'époque. Et donc, là, certaines personnes se sont dit, là, il y a peut-être un créneau en termes de recherche à valoriser. Et donc voilà. Alors, on a la COP21, cette grande réunion qui s'organise à Paris. Et puis vous, à Arlon, vous vous dites à un moment donné, il faut qu'on se raccroche justement à ce mouvement. Il faut qu'en sous-région, on organise quelque chose. Alors, il y a l'ULG, il y a la province du Luxembourg. Oui. Ça part comment, en fait? Alors, en fait, souvent, ça procède en fait d'une rencontre d'intérêts. Et donc, il y avait une manifestation d'intérêt du Conseil provincial qui avait voté en fait une résolution pour faire de la province du Luxembourg un territoire à énergie positive, comme on dit, ce qu'on appelle la charte TEPOS, qui est une charte en fait européenne. Objectif de 2050, c'est ça? 2050, ça veut dire que l'objectif, c'est que l'on consomme moins d'énergie que l'on en produit. Et donc, pour arriver à une sorte d'équilibre énergétique. Et donc, c'est une ambition. Et de notre côté, au niveau de l'Université de Liège, donc on a une équipe de recherche, qui est l'unité CID, qui travaille sur les questions de gestion de l'environnement avec une dimension de sciences sociales. Et donc on s'est dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et donc, il y a eu une collaboration qui s'est nouée avec Pierre Stassard, notamment, qui est le responsable de l'unité, et de dire, voilà, vous avez fait une résolution, comment est-ce qu'on peut la nourrir? Et donc, est venue l'idée de créer un parlement de citoyens. Un parlement de citoyens. Ça se passe comment, M. Delven? Alors, comment mettons en place un parlement de citoyens? Ça doit se faire de manière très professionnelle. Oui, tout à fait, parce qu'il faut sélectionner un panel citoyen. On ne peut pas impliquer toutes les personnes d'une commune, d'une province ou d'un pays. Donc il faut définir des critères qui sont des critères de genre, des critères liés à l'âge, à la catégorie socio-professionnelle, à la répartition géographique aussi. Et donc le but n'est pas d'avoir un échantillon qui sera représentatif, parce qu'on n'arrive jamais à représenter l'ensemble d'un territoire, mais d'avoir des critères qui permettent d'avoir différents types de citoyens avec différentes préoccupations et qui sont concernés, qui ont envie de participer à une réflexion collective sur des enjeux sociétaux. Alors, comment voit-on justement la motivation des citoyens? Eh bien, on peut essayer de recruter des citoyens via différents canaux. Ça peut être via des émissions de radio, via les réseaux sociaux, via des annonces dans la presse écrite, via des sites internet. Le bouche à oreille est important aussi. Donc il y a vraiment des campagnes d'affichage, évidemment. Donc ça dépend un peu. Il y a une stratégie de communication qui est à mettre au point pour s'assurer qu'on aura effectivement un panel de citoyens qui correspond à des critères qui ont été considérés comme importants dans un dispositif participatif qu'on souhaite mettre en place. Alors, M. Mellard, pourquoi les citoyens? Pourquoi confier cette réflexion qui n'est pas simple sur des sujets parfois qui nécessitent une documentation fouillée, approfondie? Pourquoi mettre les citoyens au cœur de la réflexion? C'est quoi l'avantage finalement? Alors, ce que l'on remarque, en tout cas dans la littérature scientifique et par nos propres observations, c'est que les citoyens peuvent avoir en fait une plus-value, en tout cas de les mettre sous la forme d'un parlement, pour quelque part dynamiser un peu les prises de décision qui sont faites en termes de politique publique. Et je pense que l'un des grands intérêts, c'est que dans un parlement, il y a un tirage au sort qui a été fait. Et donc, on essaye en fait de maximiser la diversité sociale, socio-démographique finalement de ces citoyens, et donc pour s'assurer aussi d'avoir une diversité de points de vue qui soit présent pour les délibérations au sein du Parlement. Une diversité qui a peut-être moins au niveau de la représentation politique des élus. Et donc, étaient présents à la fois des jeunes de 19 ans jusqu'à une personne retraitée de 83 ans. Donc il y a une diversité, et aussi également, on avait un jeune cadre dynamique qui travaillait au Grand-Duché de Luxembourg, mais on avait aussi un demandeur d'emploi. C'est ça. Et donc c'est quand même un élément important. On leur fixe des limites. On leur fixe des limites dans la réflexion. Ah oui. Donc ça, c'est une des exigences, c'est qu'en fait, il faut un engagement des citoyens, et en général, l'engagement, il est fort, mais nous, on a choisi de le faire sous la forme de rendez-vous sur 3 week-ends différents. 3 week-ends. Et donc, ça suppose quand même d'accepter de se prêter au jeu. Et donc, on a réussi à le faire. En tout cas, on a eu 40 personnes qui ont été sélectionnées. Et finalement, à la fin, on était à 34-35, ce qui est remarquable. Monsieur Delven, un Parlement, normalement, ça légifère et ça prend des décisions.
Ici, on n'est pas dans ce cadre-là, il n'y a pas de décision, il y a des recommandations. Alors, c'est pas un peu trompé sur la marchandise, ça, en disant vous êtes dans un parlement, mais finalement, vous n'avez pas beaucoup de prises. Ou c'est quoi les prises finalement ? Mais ce à quoi les scientifiques qui mettent en place des événements participatifs comme celui du Parlement Climat s'engagent, c'est simplement à mettre en avant un dispositif qui va permettre de recueillir l'avis de citoyens, une diversité de points de vue, comme le disait François Mélard, et puis d'amplifier ces points de vue, d'amplifier ces recommandations auprès des décideurs politiques. On l'a vu dans le reportage, les citoyens s'engagent déjà à créer une association pour suivre de près les actions des décideurs politiques suite à la tenue de ce Parlement citoyen. Donc les citoyens sont attentifs, ils regardent leurs décideurs politiques. Et alors les scientifiques, comme nous, s'engagent vraiment à porter leur voix et à transmettre les recommandations à tous les cénacles décisionnels qui pourraient être concernés ou intéressés par ces thématiques-là. Donc il ne s'agit pas de mentir aux citoyens et de leur dire on est certain que ça va avoir un impact fort, ce Parlement climat, on est certain que vos recommandations vont être prises en compte. Par contre, on est certain que c'est un événement qui attire l'attention des médias, on le voit ici, les médias étaient aussi en province du Luxembourg pour couvrir l'événement. Donc il y a vraiment un rôle important qui est donné aux citoyens, qu'on conscientise, qu'on informe et à qui on permet finalement de participer à élargir la base de connaissances qui soutient la prise de décision politique. Donc on n'est pas certain que ça va avoir un impact et c'est heureux que forcément les décideurs ne soient pas tenus aux réflexions citoyennes. Par contre, ils ont là une base de réflexion qui est vraiment beaucoup plus riche que celle dont ils disposaient auparavant. Donc, pour bien comprendre, c'est pas, on ne dit pas on oppose la société civile au monde politique, c'est faire en sorte qu'il s'articule, exercice difficile, mais vraiment salutaire alors. Tout à fait. On a tendance souvent à penser la démocratie participative en opposition à la démocratie représentative. Or, c'est une vision très limitative. Les deux doivent se nourrir et il y a toute une série de mécanismes beaucoup plus riches que ceux dont on parle le plus souvent, qui sont la consultation populaire. Des mécanismes comme un Parlement citoyen permettent vraiment de susciter la créativité des citoyens et d'avoir une base de réflexion qui soit nuancée et qui permette de nourrir la réflexion des décideurs politiques qui, eux, sont les élus du peuple et qui prendront les décisions qui s'imposent selon leurs priorités politiques. C'est Mélard ? Oui, tout à fait. Et en fait, tu as parlé de créativité, c'est aussi une des plus-values, c'est qu'en fait, ils sont tournés aussi par... ce qui les intéresse, c'est l'équité, la question de l'équité, parce qu'ils représentent en fait, par leur expérience et leur pratique, ils peuvent communiquer sur ce qu'ils vivent. Hein. Et donc là, il y a, je pense, un élément important, l'équité. Il y a la question aussi de la simplicité des propositions, simplicité et créatif, et aussi concret. Être concret, pragmatique, ça c'est des éléments en fait qui pour eux est important en fait. Alors effectivement, donc on l'entend bien, concret, simple, créatif. Oui. Alors la créativité c'est formidable, mais malheureusement on vient souvent s'écraser sur le mur de la réalité. Oui, il y a des déceptions. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on remarque, c'est que très souvent, quand on apprécie des recommandations, on va directement les voir par rapport à la question du réalisme, à partir des contraintes, etc. Mais d'un autre côté, je pense que ce que les citoyens peuvent faire aussi, c'est se projeter vers l'avant et de dire, il y a peut-être en fait des axes qui politiquement peut-être sont moins porteurs, qu'il faut amener peut-être à l'agenda, et donc de créer les conditions pour que ça soit réaliste, que ça soit concret, etc. Donc là, il y a une tension, je pense, qui est assez intéressante à relever. Vous, il y a un travail de fond que vous avez dû faire avant, c'est justement apporter de la nourriture intellectuelle au débat. Oui. C'est aussi le premier week-end où il y a des experts qui sont présents, c'est ça ? Voilà, donc en fait, il y a 3 moments différents, il y a 3 week-ends. Donc, premier week-end, c'est justement de nourrir en fait la réflexion des citoyens et leur imaginaire également lors du premier week-end. Deuxième week-end, c'est eux en fait qui dirigent un petit peu dans le sens où ils vont déterminer quels sont les axes de recherche ou approfondir certaines questions. Et donc là, ils ont fait des propositions pour avoir de nouveaux intervenants. C'est ce qui s'est passé lors du deuxième week-end. Et le troisième week-end, c'est l'élaboration de leur avis, de leurs recommandations, donc délibération et détermination de l'avis. Qu'est-ce que vous attendez des responsables politiques par rapport à cette démarche ? Déjà qu'ils en prennent, enfin qu'ils la lisent, oui, qu'ils la lisent, qu'ils la lisent, oui. Et puis surtout, en fait, on a entendu ici en disant oui, mais bon, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. On ne pourrait pas, ça me semble assez clair et on n'entendrait pas autre chose des politiques de dire cela. Mais peut-être
peut-être qu'il y a une manière, il y a peut-être le processus avec lequel les choses se font. Et ça, si on lit un petit peu entre les lignes ce qui est dit dans la vie, il y a cette dimension-là, c'est la manière avec laquelle les choses sont faites, sont communiquées, la question de la cohérence, la question... Donc, je veux dire, là, il y a, je pense, quelque chose qui serait intéressant. Et même, pourquoi pas des citoyens pourraient aussi intervenir au niveau provincial dans l'élaboration des projets. Ah oui, qu'ils accompagnent régulièrement. Ça pourrait être aussi c'est une autre forme d'experts, finalement, des experts de la vie quotidienne, du terrain, du concret, comme vous le disiez. Oui, et ça, c'est une des surprises, ça a déjà été montré dans la littérature, c'est que les citoyens, en fait, à partir du moment où on crée un canevas, on crée une situation propice, peuvent s'approprier des questions techniques qui peuvent apparaître au départ assez techniques. Ils peuvent en fait rentrer dans la dimension technique et également voir un peu les conséquences que ces dispositifs peuvent avoir au niveau économique et politique. Monsieur Delven, ces parlements citoyens, ça se met souvent sur pied. Ici, il faut souligner aussi que c'est une démarche qui se fait dans un cadre européen. Mais il n'y a pas cette démarche-ci de François Mellard et de son équipe. Par contre, les parlements citoyens, effectivement, c'est aussi dans une démarche européenne. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, le projet de parlement citoyen climat prend place en fait, dans le réseau Rurenor, qui est un réseau européen qui essaye de fédérer des parlements citoyens en Europe et surtout parlements citoyens en zone rurale. D'accord. Et ça, c'est une dynamique très particulière et très intéressante, parce que là, il y a des enjeux importants. Alors, je reviens à ma question. Dans d'autres domaines, on organise souvent ce type de démarche ? Oui, tout à fait. Il y a un an, par exemple, notre centre de recherche qui s'appelle Spiral a organisé une consultation citoyenne à l'échelle de la Wallonie dans le cadre d'un projet européen sur la thématique de la consommation durable. Donc une thématique qui croise très fortement la thématique climatique, forcément. Et donc là, il y avait 11 panels de 100 citoyens qui, le même jour, se réunissaient pour délibérer et voter sur des aspects importants, qui considéraient comme importants pour la mise en agenda politique, donc des aspects très concrets, et qui leur semblaient devoir être mis en œuvre, et au sein desquels ils se voyaient jouer un rôle extrêmement important. Donc c'est important à souligner, et les citoyens se voient comme un des acteurs, un des leviers du changement, et ils sont vraiment, ils souhaitent intervenir dans les décisions qui vont les toucher, et ils souhaitent effectivement changer leurs habitudes, essayer d'aider les décideurs politiques à évoluer vers des modes de consommation plus durables, vers une meilleure prise en compte des enjeux climatiques, etc. Alors c'est le nouveau fonctionnement de la démocratie, on peut le dire comme ça. On va retourner alors avec ce deuxième reportage sur le terrain, voir justement comment se sont déroulés les ateliers. Après quoi, on accueillera en plateau une des 40 participants à ce projet. Donc on découvre d'abord ce reportage de TV Lux. Et on s'est posé la question de savoir, en province de Luxembourg, que pourrait-on mettre en place concrètement ? C'est pas que mettre des panneaux solaires sur son toit, c'est aussi changer son mode de vie. Séance de brainstorming un peu particulière ce dimanche à l'ULG à Arlon. Ils sont une quarantaine à se pencher sur les enjeux du climat. Des citoyens tirés au sort, parmi eux Daniel Cara. Cet ingénieur connaît très bien la problématique énergétique des bâtiments. Citoyen sensibilisé, il a cependant hésité à venir. Donc je me demandais, est-ce qu'on arriverait au niveau, effectivement, province de Luxembourg, à avoir une influence sur un réchauffement de notre planète ? Ça me semblait un petit peu décalé. Et puis je me suis dit, ben non, en fait, si tout un chacun se dit ça, on ne fera rien. Donc il faut vraiment, effectivement, être chacun concerné et faire, effectivement, ce qu'il est possible avec notre région. Susan, elle, a 19 ans, étudiante en communication, c'est la plus jeune de l'Assemblée. Les enjeux climatiques, elle n'y connaît pas grand-chose. C'est justement ce qui m'a motivée à participer, c'était mon ignorance énorme sur le sujet. Donc au début, j'ai failli dire, oula, non, moi je ne pourrais rien apporter. Puis je me suis dit, mais justement, il faut que je m'informe et c'est une occasion de se sentir concernée. Donc je suis arrivée vraiment les mains vides, avec beaucoup d'attentes, justement, au niveau de cette découverte. Et des informations, Susan et tous ses citoyens en ont reçu à foison. C'est l'une des étapes du processus, recueillir l'avis des experts pour ensuite se poser les bonnes questions. D'abord en petits groupes, puis ensuite en séance plénière, comme ici, où chacun partage son expérience quotidienne et ses attentes. Ils ont installé des photovoltaïques pour 6000 kW. On parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais aussi on se pose des questions. Est-ce que c'est effectivement ces directions-là qu'il faut prendre ? Donc,
on est très critique et c'est ça qui, je pense, est très positif aussi. Par exemple, tout ce qui touche au transport a énormément touché les gens parce que voilà, dans la province du Luxembourg, c'est une question qui reste un peu énigmatique. On ne sait pas comment faire parce que bien souvent, on a besoin de la voiture, donc c'est bien de dire prenez plus les moyens de transport. Donc voilà, ça c'est une des questions qui est ressortie hier. La mobilité, c'est l'un des 4 thèmes débattus lors des 3 week-ends de rencontres du Parlement citoyen. Au menu également l'éco-construction, la forêt, l'agriculture et l'action au niveau communal. Comment agir dans la vie de tous les jours, c'est justement l'objectif de cette initiative. Le Parlement citoyen a rendu ses conclusions, des pistes concrètes qui seront présentées au Conseil provincial. C'est une demande très particulière de tous les citoyens ici, c'est de savoir ce qu'il va advenir de notre document. Oui, vraiment. Il faut absolument qu'on ait un retour. En attendant, plusieurs de ces participants souhaitent prolonger la démarche du Parlement citoyen, peut-être sous la forme d'une ASBL. Ça n'était pas prévu. Une bonne surprise pour les scientifiques qui chapeautent le projet. Ça montre bien que si des citoyens sont pris au sérieux, ce que nous avons essayé de faire en tant qu'équipe de scientifiques ici à l'ULG, eh bien, ils vont bien au-delà de simplement jouer le jeu, c'est-à-dire de participer aux 3 week-ends puis se terminer. Ils se sentent quelque part responsables. Responsables d'assurer le suivi et de partager leur expérience. Ils en sont convaincus, les citoyens doivent eux-mêmes prendre leur avenir en main. Le pouvoir politique, il fixera la direction, mais c'est nous qui dirons au pouvoir politique vers où nous voulons aller. Et je pense que le citoyen doit être concerné, l'ensemble des citoyens doit être concerné par le climat. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Tous ici étaient volontaires, choisis parmi les 70 personnes qui avaient répondu favorablement à l'invitation du Parlement citoyen. 70 sur 2500 invitations envoyées. Preuve supplémentaire que notre indifférence et notre immobilisme sont sans doute la plus grande menace qui pèse sur notre climat. Alors, parmi ces 40 citoyens qui ont planché sur ces questions, Sarah Lecomte, elle nous a rejoint. Bonjour, bienvenue. Alors, ça s'est passé comment pour vous, je dirais, le recrutement, si je puis m'exprimer de la sorte? J'ai reçu un jour un courrier qui m'invitait à faire partie du Parlement citoyen climat. Je ne savais pas de quoi il s'agissait parce que je n'en avais pas entendu parler auparavant. Et donc, j'ai tout simplement répondu au courrier et j'ai été très vite recontactée. Voilà, recontacter alors pour participer à cette démarche. Donc 3 week-ends où on travaille. Donc on a bien compris, premier week-end c'est plutôt prise d'information. Oui. Le deuxième week-end, complément d'information mais sur base de ce que vous souhaitez. Et puis alors le troisième week-end, on travaille, on rédige, on fait des recommandations. Alors vous avez vous-même un profil professionnel qui est un peu lié à l'environnement. Je crois que vous travaillez dans le domaine de la mobilité. Oui. Vous arriviez là avec des bagages, je veux dire avec des questions ou déjà des idées préalables de ce qu'il fallait faire? Pas de ce qu'il fallait faire, mais j'avais des affinités, oui, par rapport à la mobilité, à l'environnement, et puis aussi un intérêt, parce qu'on entend beaucoup dans les médias tout cet engouement autour des questions et des enjeux environnementaux et climatiques. Donc j'y allais surtout pour prendre de l'information et puis pour essayer d'apporter une plus-value avec ce que je pouvais apporter. Ça a été quoi votre plus-value? Vous avez fait des propositions au groupe? Oui, notamment donc au niveau mobilité, puisque comme vous l'avez dit, c'est en partie une de mes fonctions. Et puis par rapport aussi aux difficultés qu'on rencontre sur la province du Luxembourg, puisque c'est un territoire qui est vaste et puis pas très bien servi en transport en commun. Et puis au niveau aussi des experts, on a bien constaté que c'était au niveau du transport qu'il y avait beaucoup d'améliorations à apporter puisque c'est lui qui génère avec l'habitat le plus de CO2. Donc oui, j'ai essayé d'apporter en tout cas des solutions ou faire des propositions avec les autres membres du Parlement, oui. Alors, il y a ce document avec toutes ces recommandations, ces réflexions livrées aux responsables politiques. Alors maintenant, il faut un suivi. Vous attendez quoi en fait? Eh bien, on attend déjà qu'ils s'en imprègnent, qu'ils en prennent connaissance. Et on leur a demandé un retour en mai-juin 2016.
et qui s'engagent et qui nous donnent en tout cas leur engagement à court, moyen et long terme, mais de manière ferme, qu'on sache ce qu'ils vont réellement mettre en œuvre. Et on veut aussi mettre en place une association qui permettrait ce suivi. Et pourquoi pas la participation à la mise en œuvre de ces actions. Alors, si jamais, on n'ose pas l'imaginer, mais imaginons quand même qu'il n'y ait pas de retour. Vous qui avez consacré 3 week-ends à cette démarche, toute cette réflexion, tout cet engagement, ça donnerait quoi dans votre esprit ? Je pense que l'intérêt, c'est qu'il y ait des actions qui soient prises, parce que quelque part, la confiance du citoyen s'en verrait mise à mal, je pense, par rapport aux politiques. Donc, il faut qu'il y ait des actions qui se mettent en place pour que aussi ce genre d'action ait encore une crédibilité, ce type de parlement, puisque la demande des membres, des autres membres, c'était que ce genre d'expérience soit reconduite. D'accord. Oui. Alors pour terminer, dernière question, cette expérience pour vous, qu'est-ce que ça peut être changé dans votre comportement quotidien ? Est-ce que vous avez eu des éléments, des informations qui vous ont amené à vous dire, mais moi déjà dans ma démarche quotidienne de citoyenne, j'ai des choses à changer ? Je pense que vous êtes déjà bien engagé, vous me l'avez expliqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez changer ? Disons que ça m'a transformée, parce qu'au niveau social, c'est très enrichissant, on a noué des amitiés, etc. On s'est rendu compte de l'engagement collectif et individuel qu'on pouvait avoir chacun, mais aussi sur le plan environnemental, je pense que tout un chacun est sorti de là en se rendant plus compte qu'auparavant de l'urgence et que les enjeux étaient cruciaux. C'est très bien. Merci d'avoir participé à cette émission. J'ai bien noté, donc vous attendez des réponses pour le mois de juin. Vous nous tenez au courant. Oui, comme ça, nous, on fera le relais par rapport à nos téléspectateurs. Voilà, ici se termine donc cet AVTV consacré au climat. On se quitte comme chaque fois avec le calendrier, avec l'agenda de l'Université de Liège. Et on se retrouve dans 15 jours avec une autre thématique. On parlera de l'alimentation du futur. Vous voyez les choses, des insectes, des algues. On découvrira ça dans 15 jours. Très bonne soirée à toutes et à tous. Le salon Vétérine Expo se tenait en novembre dernier au Cine Expo. Créé depuis 1981, c'est le seul salon consacré au monde vétérinaire en Belgique francophone. Il est complètement organisé par les étudiants vétérinaires de l'Université de Liège. Durant 3 jours, il a accueilli 60 exposants et 2000 visiteurs professionnels. Un Belge sur 3 en souffre, l'arthrose est la maladie articulaire la plus répandue dans le monde. Il est possible d'atténuer la douleur, mais il n'existe pas actuellement de traitement. D'où l'importance des travaux récents d'un jeune chercheur de l'ULG, Frédéric Opreniesque, de l'unité de recherche sur l'os et le cartilage. Il a travaillé à partir du champignon de Paris, et notamment de l'un de ses composés naturels contenus dans le pied, le chitosane, avec l'espoir qu'il puisse être à la base d'un futur traitement. La recherche médicale, justement, coûte cher. Pour la soutenir à l'ULG et au CHU de Liège, le fonds Léon Frédéric organise de nombreux événements. Il reçoit aussi de nombreux dons de particuliers, d'entreprises et d'associations. Le 20 novembre, le fonds organisait sa traditionnelle soirée projet, au cours de laquelle 120 jeunes chercheurs dans le domaine biomédical ont reçu près d'1 million d'euros de subsides. Plus de femmes dans les entreprises, plus de chances pour les jeunes. Pas de discrimination pour les personnes handicapées. Les politiques de diversité dans les entreprises ont 10 ans et elles seront bientôt en débat à HEC ULG. Ces politiques ont-elles permis les gains d'efficacité espérés ? Les entreprises sont-elles plus créatives ? Leur personnel plus motivé ? Des experts belges et internationaux répondront à ces questions lors des 11e rencontres internationales de la diversité à Liège ces 10 et 11 décembre. Liège est la capitale internationale de la 3D. Pour la 7e année consécutive, c'est à Liège et à l'initiative de l'ULG que se tiendra 3D Stéréomédia, le rendez-vous incontournable des créateurs et des experts de la 3D. Le grand public aura aussi l'occasion de pénétrer le monde fascinant de la réalité virtuelle augmentée. En effet, pour la première fois, 3D Stéréomédia aura son chalet sur le village de Noël avec 2 attractions uniques. Installez-vous sur le traîneau du Père Noël et baladez-vous en 3D à travers les villes enneigées et les étoiles. Avec des tablettes 3D, parcourez Liège et ses monuments historiques, le chalet 3D Stéréomédia sera accessible gratuitement du 14 au 17 décembre.
Autre rendez-vous, l'Aquarium Muséum de Liège propose une balade contée étonnante à la découverte de ses collections exceptionnelles. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir autrement le musée le plus populaire de Liège. La nuit au muséum, c'est le vendredi 18 décembre, un événement organisé en collaboration avec le théâtre universitaire et la Maison du Conte de Liège-Verviers.